David, te connaissant plutôt tourné vers Shakespeare et les crimes de sang, on ne s'attendait pas à te voir finalement créer un univers à la fois poétique et onirique pour jeune public. C'est une démarche nouvelle. Qu'est-ce qui t'a amené à cette orientation-là pour Inuk? En fait, il y a eu 10 ans de Shakespeare, puisqu'il y a eu Hamlet, Richard III, Songe d'une nuit d'été. Et là, depuis un an, j'essaye de repenser ma manière de faire du théâtre. Et il y a eu la rencontre avec Serge Grondin, le conteur réunionnais. Donc voilà, attaquer d'autres univers, le conte. Il y a eu l'opéra avec Der Freischütz, donc mon premier opéra à l'Opéra Théâtre de Limoges. Donc en fait, j'essaye de déplacer un peu mon travail pour le réinterroger. Et en fait, l'histoire d'Inuk, c'était aussi d'imaginer une création collective, c'est-à-dire à partir de nous-mêmes, de l'équipe, de l'unijambiste. C'était réinterroger aussi mes désirs. Depuis que je suis tout petit, je rêve d'aller là-bas, en fait, puisque mon grand-père était Terre-Neuve. Mais là-bas, c'est où? Alors là-bas, en fait, pour moi, c'était vague pendant longtemps. C'était dans le Grand Nord, et puis en fait, ça s'est un peu rétréci et, au fur et à mesure de mes voyages, puisque j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'aller à Montréal. Et puis la présence aussi forte du festival fait que j'ai choisi les Inuits francophones, donc les Inuits canadiens du Nunavik. Donc voilà, je suis parti au Nunavik, puisque là-bas, je pouvais trouver à la fois les Inuits que je cherchais et peut-être encore des traces de la francophonie aussi, de ma langue. Mais en fait, c'est plus complexe que ça. Dans le spectacle, on sent bien que la question de la langue et donc de l'identité est très mêlée. L'anglais est très présent aussi. L'Inuktitut. L'Inuktitut. Absolument. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, on sent bien que c'est une population qui est aussi tiraillée entre plusieurs langues. Et en fait, c'est lié à un moment où les missionnaires sont venus explorer, les explorateurs, après les missionnaires, et puis après l'État est intervenu. Donc il y a eu beaucoup de brassage en très peu de temps. Voilà, ça raconte l'histoire de l'acculturation d'un peuple aussi. L'arrivée des Blancs a bouleversé totalement la manière de vivre chez les Inuits. Voilà, il y a eu beaucoup de changements, on les a un peu forcés à la sédentarisation, c'était un peuple nomade, on les a contraints au christianisme. Donc il y a eu beaucoup de bouleversements qui se sont passés et la modernité est arrivée, on a remplacé les chiens par les skidoo, les harpons par les carabines. Donc il y a eu pas mal de mouvements comme ça. Donc voilà, ça raconte en fait à la fois, j'ai envie de dire, les clichés, les images d'Épinal, un igloo, un blizzard, un ours polaire, et aussi cette mutation, cette transformation avec l'arrivée des Blancs, donc l'arrivée des gens du Sud pour eux. Et puis voilà, comment le monde s'est transformé, et jusqu'à se poser les questions aujourd'hui de comment regagner sa propre culture, comment regagner ce terrain-là. Donc c'est vraiment les préoccupations de là-bas. Les pères et les fils ont été un peu séparés avec l'école, puisque les enfants inuits apprennent le programme de l'Académie de Montréal. Donc ils apprennent l'histoire de la reine d'Angleterre. Donc pour des Inuits, c'est vraiment très très loin. Et ils n'apprennent plus à comment marcher sur la banquise, comment construire un igloo pour survivre. Donc voilà, il y a différences. Je pense que des petits-enfants ne parlent pas la même langue que leur grand-père, parce que l'Inuktitut est de moins en moins enseigné à l'école. Donc voilà, alors en ce moment, il y a des combats politiques, il y a des combats justement sur la culture, sur plein de petits détails qui, pour moi, sont positifs. Voilà, j'ai l'impression que ce peuple a résisté au froid depuis la nuit des temps, a résisté à des conditions terribles. L'arrivée des Blancs, c'est encore un autre phénomène qui leur tombe dessus. Et ils sont en train d'essayer de se battre politiquement pour essayer de regagner du terrain, leur culture, faire partie de la globalisation du monde. Et on commence à trouver des traces de pères et de fils qui se retrouvent autour du réchauffement climatique pour se défendre ensemble. Voilà, donc, Mais dans ton travail, tu es allé chercher aussi du côté du documentaire Robert Flaherty. Qu'est-ce qui t'a amené à finalement décaler ton travail vers à la fois la mémoire de ce temps-là, mais aussi une matière qui n'est pas souvent utilisée au théâtre, qui est l'image
qui a eu une histoire qui est celle du document, par exemple. C'est assez original. Disons que quand on parle des Esquimaux, comme on les appelait, on pense à Nanook l'Esquimau, quoi, tout de suite. Donc effectivement, c'est une référence malgré tout, ce film. Et puis en grattant un peu, en allant voir un peu comment a été fabriqué ce film, on s'aperçoit qu'en fait, c'est un des tout premiers documentaires et qu'en fait, c'est une fiction aussi, puisque en fait, Robert Flaherty ne pouvait pas venir avec sa caméra à moins 50 degrés dehors et puis attendre qu'il se passe quelque chose. Donc il a été obligé de mettre en scène en fait, des séquences en complicité avec les Inuits. Du coup, on apprend que le documentaire peut être une fiction, en fait. Et j'aimais bien cette idée-là, puisque du coup, je l'ai fait mienne aussi, me dire que je peux aussi faire un espèce de documentaire fictionnel au théâtre. Ça marche très très bien, parce qu'on passe d'un univers un peu livre d'images à quelque chose qui est tout d'un coup une ouverture sur un monde réel, ou en tout cas un peu fictionnalisé par la mémoire aussi. Comment tu as travaillé ces images justement pour qu'elles soient compréhensibles, perceptibles par un imaginaire d'enfant? Déjà, j'ai eu l'apport de David Moreau, le vidéaste et graphiste avec qui je travaille. On s'est beaucoup inspiré vraiment de la sculpture ou des dessins, des peintures inuites. Donc on est parti aussi quand même beaucoup à partir d'images qui existent, notamment dans le Nunavut où ils ont un univers très riche. Donc on est parti de ces images-là et puis on les a transposées, modernisées, peut-être adoucies encore pour que les enfants puissent être en réaction plus directe. Voilà, c'est tout un travail on a commencé en fait le début du spectacle et plutôt sur ce que j'appelle les clichés, les images d'Épinal. Donc la chasse, la pêche, le blizzard. Et puis on a essayé de glisser, c'est-à-dire vers le monde contemporain et les problèmes de société, les problèmes politiques, les problèmes climatiques. Donc il y a une espèce de courbe comme ça dans le spectacle où on essaye d'amener au fur et à mesure les choses. Et Nanook l'Esquimau est au premier tiers à peu près, où c'était important pour moi aussi de ne pas être que dans un univers onirique, mais qu'on puisse aussi voir la transposition qu'on en fait. Avec ces images de documentaire, on voit les vrais Inuits et on voit vraiment la vraie neige. Et puis du coup, ça permet aussi de voir comment nous, on a transposé la banquise avec notre fausse neige et nos fausses aurores boréales, plutôt technologiques pour le coup. Je pense que c'est aussi un plaisir plastique aussi de voir comment on peut faire une transposition en fait. Mmh. Est-ce que tu penses que ce que tu as créé, est-ce que tu aimerais que ces enfants du Nunavut voient ton travail? Absolument. Et c'est envisageable? C'est envisageable. On a eu par exemple l'Institut français qui est passé là juste cet après-midi voir le spectacle, qui m'a clairement dit que le sujet sur le réchauffement climatique, le sujet est là, c'est un jeune public qui est un tout public. Et puis il y a une délégation du Canada qui est passée en disant au Canada on ne parle pas de ça, on ne sait pas ce que c'est et déjà ils nous ont dit ça serait génial si vous pouviez le présenter. Alors après le présenter directement dans les villages, il n'y a aucune infrastructure pour accueillir ce spectacle parce qu'il a quand même une ambition scénographique, il n'y a pas de théâtre là-bas. Donc, par contre il est possible peut-être de trouver un théâtre à Montréal et de faire venir une délégation pour le coup pour venir voir le spectacle. J'aimerais beaucoup. On communique encore avec les Inuits via Facebook. 2 jours encore avant la première, ils corrigeaient nos fautes d'inaptitude pour les traductions, où ils nous précisaient les détails. Donc on est en lien direct avec eux. Ils ont 15 ans, ils ont 70 ans. Enfin voilà, on en a plusieurs comme ça, une trentaine de personnes avec qui on discute. Ils auront des images du spectacle, ils ont déjà des photos. On va créer un disque, on va leur envoyer la bande son du spectacle. Mais c'est vrai que si on pouvait les amener au spectacle, alors là, ça serait fantastique. Et puis peut-être, dans le cadre de la tournée, si on arrive à trouver une complicité, 2 billets d'avion, j'aimerais inviter les 2 jeunes femmes qu'on a rencontrées qui nous ont inspiré le chant de gorge, le katajak. Voilà, ce serait un beau cadeau aussi de pouvoir les recevoir. Voilà, à un moment, faire une petite tournée avec le spectacle et de faire
un petit moment de Kata-Jack avec elle. L'invitation Voilà. est lancée des deux côtés. Voilà. Ok. On va travailler. Merci. Merci.